Bonjour, bonjour. Donc on est lundi, je crois, 20 avril, je crois, c'est ça. Je sais plus trop. Bon, aujourd'hui je vais essayer à 11 heures de faire la visite de ce phare. Il y a 200 marches pour monter dedans. Je crois que j'ai payé à la billetterie 7 euros, je crois que c'est ça. Et je vais aller devant l'hôtel Gabriel où on se réunit pour commencer la visite. Ça inclut aussi la visite, je crois, de la citerne qui est là devant moi. Là. Il y a une citerne d'eau, une réserve d'eau de l'Arsenal, qui est très très bien faite avec des beaux piliers en pierre. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour démarrer la visite, il faut être devant les grilles de l'hôtel Gabriel, qui est là. Voilà les jardins de l'hôtel Gabriel. Bon bah j'attends 11 heures que la visite commence. J'espère que ce sera bien. Donc là je suis devant le bâtiment du commerce parce qu'on voit la tête d'Hermès. Et je vois pas les chaussures ailées, mais s'il y a des ailes, c'est Hermès. Le dieu grec du commerce et des messagers et du message. Des messagers. Je suis toujours devant l'hôtel Gabriel. Là maintenant on voit la tête d'Athéna. Vous voyez qu'on reconnaît, il y a des armes. La déesse de la guerre et de la stratégie, parce que son frère, Arès, est le dieu de la guerre. Elle, c'était la stratégie. Voilà, voilà. Et de l'olivier, puisqu'elle a donné l'olivier à Athènes. Voilà le jardin de l'hôtel Gabriel. La tour est juste là. Une belle glycérine là. Voilà, voilà. Voilà, je commence la visite, la tour de la découverte à l'enclos du port. On arrive devant. Ça y est, on a le droit de commencer à monter les marches. 216. Alors. 1786. Le paratonnerre est ici. Et c'est la troisième tour de la découverte. C'est la troisième et de 1786.
C'est parti. On voit les moulins. Ça va, les marches sont bien larges. Alors, j'ai appris aussi que c'est pas un phare, c'est une tour d'observation. Très joli comme vue. Non. Non. Alors là, vous vous trouvez à peu près à 38 mètres de haut. La tour, elle fait 38 mètres de haut, sachant que vous avez dit qu'on était déjà sur une petite colline qui est à 26 mètres au-dessus du niveau zéro de la mer. D'où le fait qu'on ait une vue qui soit aussi dégagée et aussi montée. Donc là, on voit bien droit en fait dans le fond. L'île que l'on voit, c'est droit. Juste devant, vous avez l'Armor plage et vous avez ensuite le port de commerce de la ville de Lorient. Un petit peu plus sur la gauche, le bout de terre que l'on voit avec le clocher qui apparaît, c'est Port-Louis avec sa citadelle qui vient refermer l'entrée de la rade de Lorient. Comme je vous le disais, là on comprend bien en
Indes de s'installer ici. Si on continue un petit peu sur la gauche, en fait, on va arriver vers Pouilnec et au fond, on aperçoit très très bien les villes. Donc un petit peu plus sur la gauche, on voit Quiberon. Ah oui, c'est vrai, ouais. Vous avez raison, on voit bien l'île de Quiberon. Ouais. C'est là qu'on comprend en fait tout l'enjeu de la Compagnie des Indes de venir s'installer à cet endroit-là et de construire cette tour d'observation. Alors nous, on a une coupole, mais il faut imaginer qu'elle n'avait pas du tout cette tête-là, la tour de la découverte, notamment au début du XVIIIe siècle. Elle ne ressemblait pas à ça, on n'avait pas cette coupole. Par contre, on voyait déjà très bien, avec ces oculis, ces ouvertures rondes que vous avez en fait, qui sont disposées aux points cardinaux de la tour, ce qui fait qu'en montant, on voit déjà assez distinctement tout ce qui se passe en fait au niveau de l'entrée de la rade. Et il n'y a pas que l'entrée de la rade qui est importante, il y a aussi ce qui se passe derrière, notamment au niveau du Blavet. Le Blavet, c'est la rivière que vous avez au fond, qui remonte en direction d'Embon. Et ici, vous avez le Scorff. Pourquoi ça a un intérêt? Tout simplement puisque les Anglais, ils vont s'amuser au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe, à nous attaquer, à essayer d'arriver sur le territoire français par la Bretagne. Et ils vont notamment réussir à arriver à Moëlan-sur-Mer, donc on n'est pas très très loin, hein, vraiment frontière ministérielle morbihannaise. Ils vont réussir à débarquer à Moëlan et puis à essayer de rentrer par la terre. Du coup, panique à bord, la Compagnie des Indes qui se dit oh là là, on va se faire attaquer par la terre. On va se mettre à bien observer ce qui se passe de ce côté-ci au niveau des rivières, puisqu'ils pouvaient tout simplement redescendre par le Scorff ou le Blavet, d'où le fait qu'on ait construit juste en face à Locmiquélic, ville qui n'existait pas au XVIIIe siècle, un fort, le fort de Penmané. Oui. Cette fortification, elle date du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe, et elle était là notamment pour défendre potentiellement le problème pour la Compagnie des Indes. Mais on est toujours dans cette dynamique de se protéger même, parce qu'il y a des richesses qui se trouvent ici, et on a bien sûr notre chantier naval qui est très très important. Alors ce chantier naval, il est toujours au même endroit. Ça veut dire que quand on compare les plans de la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle et ceux actuels ou alors du XIXe, on peut constater qu'on construisait déjà quasiment au même endroit des bateaux. Alors aujourd'hui, c'est des bateaux militaires. J'ai une professeure universitaire il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Mais c'est top secret ce qu'on voit !» Bon, en réalité, quand les bateaux ils sont déjà dehors, globalement, tout ce qui est top secret se cache à l'intérieur. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, vous avez quand même une vue imprenable sur les bateaux qui sont construits ici. C'est quand même assez impressionnant. Quand on est en mer et qu'on passe à côté, on se sent tout petit. Donc c'est assez rigolo de prendre de la hauteur et de pouvoir les observer d'ici. Ici, vous avez donc Naval Group qui se trouve là. Sur l'hôtel Gabriel. C'est pareil, en fait, l'entreprise se distingue sur les deux rives. Ce que vous avez en face, c'est la base militaire des forces Fusco. Ce sont les commandos de marine. Lorient reste une ville militaire. Bien qu'on n'ait plus ici la marine vraiment qui soit présente depuis qu'elle se partie de l'hôtel Gabriel, on a toujours des militaires à Lorient. D'où le fait aussi que ce soit toujours un enjeu de protéger la ville. Donc il n'est pas rare, sinon le bateau pour aller à Groix, notamment à cette saison, voilà, de nous faire prendre en otage par les commandos de marine. C'est normal, ils font des exercices, ne soyez pas surpris. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mon compagnon qui n'est pas du tout du secteur, j'étais en train de lui raconter cette anecdote-là. On était dans le bateau qui relie le Locmiquélic à Lorient et là, paf, on voit la prise d'otage en direct sur le bateau de bord. Voilà, on était encore dans la rade de Lorient. Donc c'est assez rigolo de voir que voilà, tout s'entremêle toujours encore et que Lorient garde en fait son identité et commerciale par son port de commerce et on a toujours une base militaire. Alors bien qu'on soit sur la rive de la Mystère, ici pour les forces Fusco, vous avez bien sûr l'Ambiway qui se trouve un peu plus dans les terres. De ce côté-ci, on peut bien observer la ville qui s'est étendue. Alors on voit assez distinctement justement cette rupture avec l'hôtel Gabriel. Ça fait comme une ligne toute droite en fait en direction de l'hôpital que l'on aperçoit sur la droite là-bas. Où on voit cet enclos du port, en fait, cette distinction entre vie militaire et puis la vie civile qui va se reconstruire de l'autre côté. Il faut imaginer que Lorient, jusqu'au début du XXe siècle, c'était une ville qui était considérée comme presque insalubre. Il y en a qui ont peut-être entendu l'idée que Lorient, enfin il y a une expression qui dit Lorient la jolie pour parler du 19e, 20e siècle à Lorient. En réalité, Lorient n'était pas très propre à cette période, d'où le fait qu'à la reconstruction, ça a été une aubaine en fait pour les architectes que la ville soit finalement bombardée à 90%, puisqu'on va tout déblayer,
laissé debout quelques bâtiments qui ont subsisté. On a notamment la Chambre de commerce, mais on a quelques beaux bâtiments aussi dans le centre-ville. On a le quartier de Merville, par exemple, qui a été très bien préservé, avec des belles maisons des années 1920. Et on va recomposer en reconstruisant la ville. Alors à Lorient, on n'a pas beaucoup de grands immeubles très très hauts. Vous avez notamment la tour Planciel qui se trouve juste devant vous. Vous avez la tour qui est ici. Et puis on a quelques immeubles qui se distinguent un petit peu plus vers le fond. Ça, c'est une vraie volonté des architectes à la reconstruction. Il faut imaginer que la plupart des bâtiments du centre-ville, si vous les couchez, ils arrivent au ras du bâtiment d'en face. Donc en fait, on ne cache jamais la lumière à son voisin d'en face, peu importe le moment de la journée. Il n'y a que la tour Planciel qui, elle, est en plein soleil toute la journée. Ça doit être quand même très agréable à vivre. Et puis on distingue bien notre fameuse banane en arc de cercle, juste devant nous. Alors la banane, c'est un ensemble, hein. C'est pas juste ce bâtiment courbe, en réalité c'est un petit peu tout ce quartier qui inclut la taverne du Roi Morvan, qui va être restauré là, dans les années à venir, qui va se refaire un petit peu une couleur, on peut le dire, voilà, qui va être restauré. À l'époque, dans les années 50, ça a servi un petit peu de témoin pour les architectes à la reconstruction. Lorsque les Lorientais ils vont vouloir revenir après la Seconde Guerre mondiale, il va falloir leur faire comprendre que Lorient, ça va mettre un petit peu de temps à être reconstruit. Les premiers plans de la reconstruction de la ville, c'est 1943, donc on n'a même pas fini la guerre. La première pierre de la reconstruction de Lorient, c'est mars 1949. Il s'est passé autant de temps, puisque les Lorientais, ils avaient envie de retrouver exactement au même endroit tout ce qu'ils avaient. On dit même, certains disent même que la dernière pierre de la reconstruction de la ville, c'est le Grand Théâtre qui a été livré en 2003. C'est pour le dire. Si on part de ce principe-là, la ville ne sera jamais finie. Donc il va falloir faire comprendre aux Lorientais qu'il va y avoir il faut attendre en fait pour pouvoir revenir dans la ville. 1949, il n'y a que les personnes qui sont utiles à la reconstruction qui reviennent. Et donc on va utiliser cette banane, le témoin, pour leur dire voilà, ça vaut le coup d'attendre parce que vous allez avoir des beaux appartements, vous allez avoir des salles de bain, vous allez avoir des toilettes dans votre appartement, vous allez avoir des chambres. Il faut imaginer qu'au début du XXe siècle, on faisait beaucoup d'enfants, on était très facilement entassés à 10 personnes dans une ou deux pièces. Donc ça va être révolutionnaire pour les Lorientais. D'ailleurs, il y a encore des architectes qui étudient Lorient, puisque Lorient a très bien été reconstruit. Donc c'est assez rigolo de voir comment ce patrimoine, avec cette tour de la découverte, cet hôtel Gabriel, va venir en fait s'intégrer finalement à la ville. Donc là, vous vous trouvez vraiment au cœur de la création de Lorient, et là, vous avez le cœur de la reconstruction finalement. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou ça va ? Sur la reconstruction, j'imagine qu'il va y avoir pas mal d'explosifs que non explosés. Ça, je compliquer les choses. Alors, en réalité, il ne me semble pas, contrairement aux communes alentours, puisqu'on a utilisé beaucoup de bombes incendiaires sur la ville de Lorient. La qualité des bombes incendiaires, on va dire, c'est que dès qu'elles tombent, elles font brûler tout ce qu'il y a autour. Donc globalement, en fait, ça avait déjà pété. Et il y a tellement de choses qui ont été lâchées sur Lorient que globalement, en fait, ce qui devait être détruit était détruit. Alors je dis pas qu'ils n'aient pas eu des problèmes au moment de la reconstruction. Par contre, ils ont utilisé les Allemands qui avaient été faits prisonniers dans la poche de Lorient pour déblayer. Donc c'était finalement pas trop notre problème, mais plus celui des Allemands. Voilà. Bon, quand même. Savoir, on a fait 26 000 Allemands prisonniers à la libération de la poche de Lorient en mai 1945. Donc voilà, on les a pas tous gardés pour déblayer, bien sûr, mais il y a quand même... Travailler dans les fermes, on travaillait pas. On travaillait chez mes grands-parents à Longwy. Ah, il y en a d'accord. Qui étaient là. Ils sont restés un an et demi. Ouais. Il faut se dire aussi que c'était assez violent pour eux de se dire qu'ils allaient repartir en Allemagne, qu'ils étaient ceux qui avaient perdu. Enfin voilà, il y avait aussi toute une histoire à recomposer, donc ces gens-là, on les a pas forcément renvoyés chez eux directement, on les a aussi gardés donc, pour reconstruire aussi cette ville de Lorient. Au niveau de la tour de la découverte, vous avez peut-être vu qu'il y a un élément un peu étrange au milieu de nous. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Une horloge. C'est une horloge. Alors pourquoi une horloge en haut d'une tour qui sert à observer ? Pourquoi elle peut servir ? Mais c'est bien parce que je vous aurais appris des choses. Et il faut imaginer que cette horloge, elle ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne avec une grosse boule noire qui se trouve juste en haut du petit bar que l'on a ici. Alors cette boule noire, vous la reverrez quand on sera en bas, vous l'observerez. Cette boule noire, elle est assez grosse quand même, et en fait c'est un signal horaire qui a été mis en place à la fin du 19e siècle, donc du temps de la Marine nationale, un signal horaire qui était obligatoire dans tous les grands ports français. Alors nous, on a choisi ce qu'on appelle le système de la time ball. C'est un système anglais. Pour une fois, on a pillé un truc aux Anglais, on était contents. C'était pas valable dans tous les ports. On pouvait utiliser des signaux lumineux ou des signaux sonores. Bref, l'utilité de cette chose-là, c'est de donner l'heure de la ville de Lorient. Pas l'heure de Paris, l'heure de la ville de Lorient par rapport aux étoiles et au soleil.
On a besoin d'avoir son heure de départ, de la ville de départ, pour pouvoir se positionner sur une carte, pour avoir notamment sa longitude et avoir sa latitude. Ça va nous permettre par croisement de savoir exactement où on se trouve en mer. Donc un temps universel mais parisien. Alors un temps universel mais lié à la ville de notre départ. Ça veut dire que les bateaux qui partaient de Lorient, ils avaient leur montre réglée à l'heure de la ville de Lorient. Ah, On a à peu près 1h15 de décalage par rapport à la ville Oui. de Paris. oui. Quand on est Ah, à oui, ils Lorient. sont en point zéro. Ouais. C'est ça. Donc nous, en fait, on peut observer cette boule monter et descendre à 13h15 tous les jours. À 13h15, heure de Paris, quand elle monte et elle descend, il est midi à l'heure de Lorient. Alors ça va permettre en fait aux capitaines de bateaux qui se trouvaient dans le port de Lorient. Alors le port de Lorient, initialement, il se trouve bien en centre. On peut imaginer même qu'il était beaucoup plus profond que ce que l'on voit actuellement. Il faut imaginer qu'on n'avait pas le palais des congrès au milieu et que le port il continuait quasiment jusqu'à l'hôtel de ville actuel. Il était très profond. Il a été comblé en partie pour faire le parc Jules Ferry après la Seconde Guerre mondiale avec une infime partie des gravats. Des immeubles qui s'étaient effondrés, on a bouché une partie du port. Mais en tout cas, les bateaux, quand ils voulaient partir, en fait, ils étaient juste là, au pied de la tour, finalement. Il suffisait, à la fin du 19e siècle, donc, de lever son nez vers la tour de la découverte pour pouvoir avoir l'heure. À 13h15, hop, elle monte, elle descend, on savait qu'il était midi, on réglait son chronomètre de mer et on pouvait partir, on savait quelle heure il était. Alors, Il fallait être là quand la boule était en haut. il fallait être là quand la boule était en haut. En fait, elle va monter, c'est très lent et ça s'entend pas en fait quand on est à l'extérieur. Ici, quand on est en visite et qu'elle se met à tourner l'horloge, ça s'entend, ça vibre même un peu. Mais quand on est à l'extérieur, si on lève pas le nez, on ne sait pas qu'il y a une boule qui monte et qui descend. Elle va monter et descendre assez lentement en fait, 2 fois, globalement sur 1 minute, ce qui permet de régler sa montre et de savoir qu'on part. Avant, Il n'y a pas de signal sonore. Non, il n'y a pas de signal sonore, rien du tout. Mais on le savait en fait à l'époque. À la fin du 19e, quand on a installé ce système, c'était même révolutionnaire, puisque ça évitait aux capitaines d'aller chercher leur chronomètre de mer dans les petits moulins qui se trouvent au pied de la tour de la découverte. Vous avez peut-être vu qu'il y avait ça par terre. Alors ces moulins, ils datent de la Compagnie des Indes. En réalité, ils ont été reconstruits au début du 19e siècle. Ces moulins, ils avaient été construits par la Compagnie des Indes pour moudre de la farine, tout simplement pour faire les gâteaux de mer, ces gâteaux secs pas terribles, qu'on emmenait sur les bateaux, parce qu'on ne pouvait pas emmener de la nourriture fraîche, en fait. Et donc, on emmenait ces gâteaux-là. Ça évitait de payer, en fait, des taxes, enfin, de payer tout simplement le prix pour moudre la farine aux meuniers qui se trouvaient un petit peu plus dans les terres de l'Orient. Ces moulins, ils vont être récupérés par la marine. On ne sait pas trop quoi en faire à la fin du XVIIIe siècle. On va même les utiliser pour moudre de la poudre du temps de Napoléon. Bon, finalement, ils sont assez vétustes, on les reconstruit et on va y installer un gardien, le gardien de la tour de la découverte, qui sera en charge au XIXe siècle d'observer les étoiles dans un télescope pour régler tous les chronomètres de mer des marins qui sont prêts à partir dans le port. Donc quand on était capitaine, on devait monter jusqu'au moulin, récupérer son chronomètre, repartir dans son bateau. Donc à la fin du 19e siècle, quand on commence à mettre en place des systèmes comme la time ball dans les ports, c'est révolutionnaire pour les capitaines qui n'ont plus qu'à vérifier que leur chronomètre est bien à l'heure avant de partir. On regarde la time ball, hop, et puis c'est bon, on peut s'en aller tranquille du port de Lorient. Cette horloge, on va en perdre un petit peu la trace, l'histoire et le fonctionnement au début du XXe siècle, tout simplement puisqu'il y a une petite révolution qui va arriver, la radio. Et grâce à la radio, plus besoin d'avoir des systèmes comme ceci en fait dans les ports, puisqu'il suffit d'allumer la radio pour savoir quelle heure il est. Ça c'est grâce aussi à la tour Eiffel qu'on a laissé. Oh, t'as un bel avion toi dis donc. C'est grâce à la tour Eiffel aussi qui va permettre justement d'émettre ces signaux radio. Donc on va perdre l'utilité. Dans les années 1920, globalement, on n'utilise plus ce système. Si bien que dans les années 1990, quand on va commencer à réfléchir à restaurer la tour de la découverte, notamment cette coupole qui avait été installée à la fin du 19e siècle, sur les photos, on se dit que c'est une tache noire, c'est une time ball, comme si la photo avait été un petit peu abîmée par le temps. En réalité, c'est bien un système horaire. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir voir probablement la seule time ball d'Europe encore en fonctionnement. Et ça, on en est très très fiers. Ça a coûté beaucoup de sous, mais en tout cas, on est content de pouvoir aussi montrer en fait une obligation qui avait été mise en place à l'échelle nationale, des systèmes visuels qui permettaient aux marins d'avoir quelque chose de très très important pour eux pour pouvoir se repérer en recherche. Alors comme je vous le disais en bas de la tour, la coupole elle a été en place depuis
finir, c'est fait avec les copains, mais voilà. Et donc voilà, ça fait partie en fait de toutes ces technologies autour de la voile qui font qu'il y a une orientation quand même assez fiable aujourd'hui. Bon, comme j'ai le vertige, je vais pas bien loin. On voit les bateaux des frégates en fabrication de Naval Group. Alors en fait, ça serait imaginé que c'est le niveau de la voile est un peu en filant, et après c'est des rectangles. En fait, ça vient se plier les uns sur les autres. Voilà. Et au loin, Quiberon et Belle-Île. On appelle ça l'agglomération orientale. Ça a été construit il y a une dizaine d'années à l'emplacement des anciens Voilà Belle-Île. bâtiments de la compagnie des Indes. Ils ont totalement disparu. Les Groix. Non, Quiberon. Pardon. Péristyle, maison agglomération. Je vais vous laisser passer? Non, les yeux, non, j'ai le vertige. Surtout parce que mais en fait chaque fenêtre a une langue différente, ce qui fait que peu importe le moment de la journée, c'est un peu la couleur de la mer. Donc c'est le lien aujourd'hui est pour On voit pas Hennebon, mais on voit le talouette d'Hennebon. ils ont eu des jeux Ça, c'est le talouette à Hennebon, les arbres, la colline d'Hennebon là-bas. qui est très chouette au pied de la maison de l'agglomération, ce qui fait que le soir il y a des petites guirlandes lumineuses à marée haute, voilà, c'est très sympathique de venir en fait se balader aujourd'hui ici, et il y a de la vie. Et puis il y a des logements qui ont été Et on voit le... C'est le K0, ça. avec en bas des espaces commerciaux Le premier bunker de sous-marin de l'Orient, c'est lui. développés. C'est censé ramener de la vie aussi dans un espace où Avant le K1, K2, K3, K4. C'est celui-là le K0. d'eau qui est très important, donc par précaution, on préfère le laisser là-bas. Et comme ils sont en train de plier les voiles, les monter, les descendre, les enlever, il y a de la place pour les stocker. Ce qui explique qu'ils soient là-bas. Des fois, on le voit, il était par ici, là, en face. On voit l'usine de médicaments qui fume Voilà, il bouge un à petit Carpon. peu. Ouais, on la voit. On voit ça fumer. Il fume jour et nuit. La gare, elle est. Vous voyez la tour partielle là, en fait, Ça, c'est le K0, là. La première base sous-marin, c'est elle. Avant Cargroise, c'est elle. C'est le prototype, quoi. le parc de Carpon. On peut y aller, hein. Alors, le quartier Guéron, C'est la base des fusiliers marins, là. la gare et puis la tour avec toutes les couleurs. C'est à peu près dans cette zone-là. Non, ça n'a pas été vraiment détruit, parce qu'on était vraiment au pied de l'Orient, ce qui fait qu'on a encore des c'est principalement le cœur de vie, parce que les Allemands sont là, et parce que toute la vie de l'Orient est envers oui, alors c'était techniquement censé être le premier bloc de la base des sous-marins. Alors c'est assez compliqué de s'imaginer la chose, mais lorsqu'on a construit K1, c'est le grand bloc de la base des sous-marins qui se trouve au milieu des deux autres. C'est pas très précis. Alors pourquoi K? Puisque c'est Kiroman 1. Kiroman c'est le quartier finalement, c'est le lieu dit qui s'appelait comme ça. J'ai tout simplement mis K1. K1 a mis 6 mois à être construit, à peu près 6 à 9 mois. Sauf que voilà, c'était efficace, mais bon, ça allait mettre du temps. Alors, contrairement à ce qu'on croit, la main-d'œuvre était plus chère. Je vais vous expliquer ça juste après, si vous voulez. Alors, le K1 a mis à peu près 6 à 9 mois à être construit. 6 à 9 mois, c'était quand même long pour les Allemands. Ils sont arrivés en juin 1940. Dès juillet 1940, ils ont déclaré le port de l'Orient ouvert à la réparation des sous-marins. Il n'y avait pas la base à ce moment-là. L'idée, ça va être d'ouvrir 2 premières cellules qui vont permettre d'accueillir des sous-marins qui n'ont pas besoin de grosses réparations, mais juste de réarmement, de nettoyage, voilà. D'où le fait qu'ils aient voulu construire les 2 cellules qu'on aperçoit sur la rive de la Nester. Le souci, c'est comme c'était un peu la première base, ça va mettre plus de temps à être construit ici que le cas. On va faire que les deux vont être ouverts en même temps. Il y a eu un petit souci de timing. La chance qu'ils avaient ici, c'est de pouvoir utiliser le slipway. Le slipway, c'était un système qu'on avait dans le port de
C'était un rail en fait qui tirait les bateaux de pêche à l'extérieur pour pouvoir les caréner, les réparer. Ils vont utiliser ce système pour sortir les premiers sous-marins et utiliser ce qu'on appelle du dome bunker. C'est un peu comme des coques de bateaux renversées en béton armé qui se trouvent dans le port aujourd'hui encore, qui servent d'espace de stockage, et donc ils vont rentrer les premiers sous-marins à l'intérieur. Ensuite, K1 va être livré, K2 très rapidement, et K3 va être livré. K4 ne sera jamais livré. C'est 4-3 pour vous. C'est K3 pour vous. Et le sous-marin Flore se trouve dans le K2, dans le K2, dans le K. Le K1 est au milieu et sert de sortie pour le port à sec. Comme la scène mythique actuelle, les salles de dessert, dans le K2. Et la main-d'œuvre, elle était pas chère, mais chère en même temps. Que les Lorientais, ils vont être quand même assez bien payés pour travailler pour les Allemands, notamment puisqu'ils avaient des savoir-faire en matière navale. Ce qui était très intéressant pour les Allemands, d'où le fait aussi qu'ils soient très fortement intéressés à l'Orient. C'était déjà un port militaire, déjà des savoir-faire. Puis ici, on avait quand même quasiment 40 000 habitants à Lorient qui vivaient soit de la pêche, soit de l'arsenal. Donc en fait, ils avaient des savoir-faire qui étaient très très utiles aux Allemands. Lorsque Vichy va signer la paix avec l'Allemagne, ils vont geler les salaires français. Ça va être une obligation qui va être mise en place par les Allemands. Ce qui fait que quand les Allemands ils arrivent sur le territoire, ils donnent en fait plus d'argent qu'un salaire français classique. Et donc c'est assez naturellement finalement que les Lorientais vont travailler pour les Allemands. Alors, de près ou de loin. Non, puisque le STO a été mis en place en 1942 et que la construction de la base du sous-marin commence en 1940. Et justement, on a tous un petit peu cette idée de travail obligatoire, mais finalement, les Lorientais, ils ne vont pas être obligés de travailler pour les Allemands. Enfin, ils le sont, mais indirectement. Le timing n'est pas bon. Alors, on a quand même quelques étrangers. Là, pour le STO, on avait des réfugiés espagnols, italiens, et aussi un petit peu c'est que mon père, il a une fois raconté que son père, mon arrière-grand-père, il avait un petit acte de résistance, c'était il balayait dans la France, il mettait ça à l'heure de la nous, c'était son acte de... Et puis on est sur un chantier qui est 7 jours sur 5, J'ai une méthode de béton. Ouais, mais par contre, c'était quand même bien résistant. Bon, aujourd'hui, on se pose des questions. On ne sait pas comment on va restaurer la base des sous-marins, parce qu'il y a des endroits assez impitoyables. Le souci, c'est que le béton, ça a quand même une durée de vie. Et que là, on commence à arriver au bout de la durée pour le béton armé. Voilà. Mais c'est valable aussi pour le. On va aller voir le réservoir jusqu'à ce que ça. Est-ce que vous avez un réservoir qui est Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Moi j'ai une question. L'immeuble désaffecté, c'est quoi? Ça appartient à la gendarmerie, donc c'est toujours l'armée finalement. Comme je vous le disais, on a quelques bâtiments qui appartiennent toujours à l'armée. Donc tout ce que vous voyez en fait le long ici, ce sont des bâtiments de logement pour la gendarmerie, pour les militaires. La tour appartient encore aux militaires. Elle est censée être détruite depuis plusieurs années. Le problème, c'est qu'il y a de l'amiante, d'autres trucs qui commencent à être un peu critiques, et surtout qu'il y a le système de chauffage qui est à l'intérieur de cette tour. Donc si on supprime la tour, il faut revoir tout le chauffage de l'ensemble des bâtiments. Voilà. Il va rester encore quelques années. On espère que ça va être détruit quand même dans les années à venir parce que c'est moche dans le paysage, que ça ne sert plus à rien, c'est désaffecté, qu'en fait c'en est même dangereux parce que ça peut... Alors des fois ils l'utilisent aussi pour faire des entraînements à l'intérieur, mais je crois que ça devient vraiment très très critique au niveau de la sécurité. Donc c'est bien qu'on a encore, les bâtiments que vous voyez là, autour. Celui-ci date aussi du temps de la Compagnie des Indes, il appartient encore aujourd'hui à la marine. Et puis tout le bloc que vous voyez là-bas, c'est les archives de la marine aussi, qui sont consultables aussi, c'est le SHD, et vous pouvez aller consulter les archives de la marine sur Saint-Doudou également. Voilà. Ça vous donne une idée un petit peu de la marine nationale. Alors ça c'est une question. Aujourd'hui, ça reste quand même un des cœurs d'activité de la ville de Lorient. Alors le souci c'est qu'ils travaillent pas forcément que là, mais il y a beaucoup de monde à Lorient, en fait, et puis sur la base des forces juste en face. Un tiers naval groupe, un tiers la marine, et le reste la course au large. La course au large, le port de pêche et l'hôpital. Alors aujourd'hui, voilà, c'est ça, qui englobe pas mal de monde. Il y a l'hôtel Gabriel.
compagnie elle a trop la flemme. Alors le commerce triangulaire, il n'y en a pas eu dans le pays de l'Orient en tant que tel. On ne ramenait pas des esclaves ici. Par contre, la Compagnie des Indes, je vous ai dit qu'elle a fermé en 1769. En réalité, il y a eu 3 compagnies des Indes dans l'histoire de la Compagnie des Indes française. Et il y a eu une, après 1769 notamment, qui a participé au commerce triangulaire. On ne ramenait pas des esclaves ici. Si on en ramenait, c'était à Nantes. Le commerce triangulaire est un peu à part du commerce de la Compagnie des Indes, puisqu'on n'est pas sur les mêmes types de bateaux non plus. Et puis, on n'est pas sur les mêmes conditions de restauration des bateaux, puisqu'on a un fléau qui s'appelle le taran. Le taran, c'est une petite bête qui vient grignoter les coques, et le taran, il se développe surtout dans les eaux chaudes. Donc, on avait surtout ce problème-là au niveau du commerce triangulaire. Donc, on n'est pas non plus sur les mêmes types de réparation que ce qu'on faisait en fait ici. Le commerce triangulaire, il n'a pas grand-chose à voir avec la ville de l'Orient. Voilà, c'est ça, il y a des explications. Parce qu'en soi, en fait, ça fait partie du commerce qu'il y a eu au XVIIIe siècle en Serbie. Après, voilà, à l'avance, ça ne veut pas dire qu'on ne ramenait pas des gens d'Asie. On ramène des animaux d'Asie. Voilà, on a ramené un rhinocéros qui est à l'autant de la Compagnie des Indes pour la. Il a peut-être eu plusieurs étages. Il est tombé. Voilà. Et on descend. Ok, bah Emile on verra et sinon c'est pas grave. Voilà, exactement. Donc il est au bureau. Je lui demande d'en ramener un. On voit la base des fusiliers, mais... Pardon. Non, je suis d'accord, c'est impossible. Donc deux options. Soit c'est quelqu'un qui a voulu le prendre et qui va le rendre en bas, soit je sais Ils pas. sont toujours là, les fusiliers. Oh oui, bien sûr. Parce que j'ai un collègue de boulot qui était là, il a fait 3 ans ici, mais je crois qu'il a 62 ans, donc ça date. Hein. Non, non, c'est toujours opérationnel. Ils font des exercices dans tout l'Anester. Ouais. Oh, on les voit. Enfin, moi j'habitais sur l'Anester, je suis parti à 18 ans, donc quelques années. Ah bah j'y suis depuis 12 ans là. Ah ouais, Ah bah, mes parents y habitent toujours, ils sont du côté du parc du Plessis. Oui, je vois où c'est. Ouais, ils sont là. Pas loin de l'ancienne mairie, enfin rue Jules Guez. Oui, c'est l'ancienne mairie en préfabriqué. Voilà, Ah ouais. pas très loin. Non, c'est une nouvelle mairie maintenant depuis... Oui. depuis oui. Moi j'habitais sur Carianou, j'étais jeune. Eh oui, vous êtes où maintenant? Enfin, j'habite sur Pimpon. D'accord, la forêt. Vilaine, ouais, je travaille sur Rennes. Mais ça vaut le coup de visiter la forêt de Pimpon? Ouais. Après, il y a tout le côté mythologique, mythique. Là, bon, on n'aime pas. Hein, après, mais la forêt, on aime même, oui, ça vaut. D'accord. Mais c'est une grande forêt privée. Ah bon? On a accès à pas grand-chose. Ah d'accord, ouais, bah, c'est comme ici. Les gens quoi. sont un petit peu déçus parce qu'en fait, je crois que 90%, 95% est privé. Donc, il y a des accès entre avril et octobre. Donc, il y a des accès au niveau des chemins de randonnée, mais on ne peut pas rentrer dans la forêt comme ça comme on veut. Ouais. Et la partie domaniale, elle est... Beaucoup de choses ont été privatisées maintenant. Ah ouais, c'est une forêt privée, je crois qu'il y a 13 gros propriétaires terriens. Ils vivent de la chasse à courre et du bois, en fait. C'est des... Ah ouais, la bombe, la chasse à courre. Hein. Ouais. Les dames en haute forme et tout, là, attention, c'est là où. Là, je ne sais plus combien d'euros la journée de chasse. Oui, nous emmerde un peu. Oui, bah si tu pas les chats des voisins, ça va. Non, ah bah non, ça arrive, hein, que les chiens... Biche et sanglier. Ouais. Non, il y a encore pas mal de gibier. Oui, bien sûr. Ouais. Ah ben on n'est pas encore arrivé. Hein. Je pense. Oui, ça va. En tout cas, tout le monde a réussi, c'est bien. Même les enfants ont réussi à descendre l'échelle. Oui. Avec quelques fractures. Oui. Ah, je vois peut-être la lumière du jour. C'est vrai que moi je suis natif du coin ici, je suis né moi. Oui, moi alors. Mais en fait, Lorient, je ne connais pas. J'étais à Colbert, j'ai fait mon lycée à Colbert. J'étais au collège à la Nestlé, mais en fait, on est rarement sur Lorient. Ouf. Ouais. Les moulins. C'est ceux-là qui faisaient les gâteaux pour les marins. Les moulins, là, les fameux moulins. Ouais.
bien sûr. Maintenant, je sais à quoi ils servent. Enfin, ils ont servi, quoi. Je connaissais même pas l'existence. Ouais. À part cette tour-là, faut être partout. Je savais même pas que c'était la 3e tour non plus. Non. Bon, bah ça va, il n'y a pas d'électricité statique, on peut la toucher. Non, là c'est bon, le temps est calme. Quand il y a de l'orage, à mon avis, je suis certain qu'on se prend un jus là-dessus. Non, ils ne le font pas. Hein? C'est moi qui ne demande pas non plus, sinon c'est sûr d'utiliser un défibrillateur. Paratonnerre, c'est écrit. Heureusement qu'il est automatique parce que. Bon, bah voilà. Voilà, on voit la boule noire qui calcule l'heure de Paris et l'heure de Lorient. Vous allez voir, c'est assez monumental. On avait plus de 3000 mètres cubes d'eau qui étaient stockés à l'intérieur. Ça vous laisse. Voilà, ça vous donne un petit peu. Et l'horloge fonctionne. Voilà l'entrée du réservoir d'eau. C'est parti. En fait, il est balèze. Ce béton, c'est un peu les prémices du béton armé en fait. Alors pourquoi Portland? Parce qu'à Portland, apparemment, il y a une pierre qui est un petit peu blanche comme ça. Alors ce béton-là, il va nous servir à faire plusieurs infrastructures hydrauliques en France, dont ce réservoir. C'est un prototype, on ne sait pas vraiment si ça va marcher avec ce type de béton, donc on va construire 16 colonnes. C'est beaucoup de colonnes pour ce type d'infrastructure. Normalement, on en aurait enlevé quelques-unes, ça aurait donné tout autant. C'est bien qu'il y a 2 bombes qui sont tombées sous ce réservoir et qu'il est rouge. Alors les traces des bombes, on les voit, on sait qu'elles sont tombées là. On en avait une juste ici et puis au niveau du pilier, juste là-bas. Je passe sous l'échelle. Je risque rien, je suis déjà bien malade, bien vieux, bien moche et bien pauvre. La vie.
Donc c'est le deuxième réservoir. Hein. Le premier réservoir qui est à l'entrée de l'arsenal. Quand il se remplissait, il se vidait ici pour remplir ce deuxième réservoir. Et les sources, c'était le parc Chevassu. Donc il est extrêmement résistant. Pour pouvoir remplir ce réservoir d'eau, il fallait utiliser le premier réservoir, celui de la compagnie d'Inde, que l'on a vu, on a vu le mur en fait, en face de l'hôtel Gabriel. Ça permettait tout simplement d'avoir deux réservoirs au sein d'un espace dédié à la marine et donc d'avoir deux fois plus de quantité d'eau. On avait donc un tuyau, celui qui arrive tout en haut là-haut, qui était relié au premier réservoir, qui une fois rempli permettait de remplir celui-ci. Deux espaces bien distincts. L'eau coulait ici. On avait construit une sorte de tube, un petit peu comme un bénitier. Ça permettait tout simplement de couler l'eau sans qu'elle n'aille le sol du réservoir. Ensuite, une fois que l'espèce de bénitier avait été rempli, ça ruisselait à l'intérieur et puis ça se remplissait. Une fois que c'était arrivé au niveau maximum, on avait un flotteur avec au niveau de la tige, vous voyez, alors le système était un petit peu plus complexe que ce que j'observe là, mais c'est le même principe. Le flotteur permettait tout simplement de faire lever le système de fermeture. Une fois que c'était rempli, ça permet le tuyau. Et puis comme ça, les deux réservoirs étaient remplis. Si on avait besoin de faire vider le réservoir, on avait le gros tuyau qu'on avait juste là-bas et le petit qu'on aperçoit au niveau de l'échelle. Ça permet d'avoir les seules ouvertures qu'on avait, c'est comme les petites fenêtres que vous avez en haut. Et en fait, elles sont toutes autour du réservoir. Celles que vous avez vues là. Vous imaginez qu'on avait des petits boulets qui permettaient de fermer ces ouvertures et donc de pouvoir protéger l'intérieur du réservoir. Le fait est que ces fenêtres, elles avaient une version le but était que le vent puisse s'entrer quand même à l'intérieur pour faire bouger la surface de l'eau et éviter les algues qui se développent en fait et qui évacuent. Parce que comme je vous le disais, la quantité de énergie qui est encore plus devant mais elle est
Ça résonne bien à l'intérieur. Hein. Bon. Donc on a vu la façade de l'hôtel Gabriel, qui ont la statue d'Athéna et d'Hermès. On a vu la tour de la découverte qui est là, avec son horloge et sa vue magnifique sur l'Orient. Et on a vu la deuxième réserve d'eau fabriquée avec l'ancêtre du béton. Ici, on voit sûrement le bâtiment de l'Orient Agglomération, nos bureaucrates, notre administration qui gère comment faire tourner cette ville. Et on peut dire qu'ils y arrivent. Hein. Il n'y a pas trop de gens qui crèvent la dalle, on en a quelques-uns, mais très peu. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas longtemps que le toit de la tour de la découverte a été, je crois, restauré. Et on avait des... C'était dans le journal de West France Telegram. Là est le soupirail de là où on voyait le jour tout à l'heure. C'est celui-là. Les autres sont bétonnés. On n'appelle pas ça une fenêtre, mais un soupirail. Voilà. Alors ici, je vais vous filmer avec le smartphone les entrées sur le panneau. C'est avec cette dernière vidéo faite avec le smartphone que je vais clôturer cette visite de la tour de la découverte et de son réservoir d'eau douce. Donc, je vous montre. Je vous montre les dates. Voilà. Voilà, je crois vous avoir tout montré. Hein. La photo est réussie là parce qu'il y a beaucoup de lumière. Bon, je retourne au fabuleux Duotz S26 à mon destrier